moi personnellement par dire un grand merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci de l'invitation de M. Courtier et de tout le monde. C'est vraiment un honneur d'être là. Et je suis ravie de pouvoir vous montrer des choses qu'on fait ici en local. Je sais que vous avez vu plein de monde pendant la semaine, il y a eu plein d'informations. Mais j'ai envie de vous montrer à quel point on peut faire des choses fabuleuses et à quel point vous allez pouvoir aussi vous contribuer au cours de vos études. Je vais finir avec un exemple de choses qui a été fait par des étudiants. Voilà, c'est vous dans un an par exemple. Oui. Et donc, je voudrais, donc pour ça, il faut que je vous immerge un tout petit peu et qu'on fasse un petit voyage dans le monde de la biomécanique des fluides, qui est mon domaine de recherche. Donc, je suis chercheur au CNRS. Et c'est une des thématiques qui est développée à l'UTC. Donc je travaille dans le laboratoire de biomécanique et d'ingénierie, et je m'intéresse à l'ingénierie du corps humain de manière générale. Je vais vous en dire un peu plus, surtout aux écoulements sanguins, vous l'avez compris. Et je vais commencer juste par une première diapo sur mon propre voyage. Ce qui fait qu'un temps j'ai aussi été étudiante. J'étais pour ma part à Vendôme. Je ne connaissais pas encore Compiègne plus que ça. Et puis la vie a fait qu'en dernière année, je suis partie, parce que je le voulais, j'ai vraiment poussé pour ça, je suis partie à l'étranger, je suis partie à San Diego. Donc ça c'est une des choses aussi que j'ai envie, voilà, je vais avoir des petites choses, donc j'ai envie de vous titiller, de vous dire mais partez, parce que vous voyez, je crois que si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait tout mon parcours, ben c'est grâce à ça, parce que moi j'ai pas eu, contrairement à vous, quelqu'un qui m'a parlé de biomécanique des fluides pendant mon école d'ingénieur. Donc j'ai fait toute mon école d'ingénieur en connaissant la mécanique des fluides. Je pensais que je travaillerais sur les écoulements géophysiques, sur plein de choses. Et puis je pars en quatrième année faire un an à UCSD, donc à l'University of California San Diego. Et là, je découvre le monde de la biomécanique des fluides. Et ça fait tilt. Et du coup, je suis restée faire mon doctorat là-bas. Et après le doctorat, j'ai eu un poste, j'étais maître de conférence à Londres, et puis j'ai assez vite aussi une position au CNRS, et finalement j'ai dû choisir. Vous voyez que mon choix finalement est venu s'est porté pour venir ici, d'où ma présence à l'UTC. Donc, finalement, qu'est-ce que la biomécanique? Peut-être c'est un terme que vous n'avez encore jamais entendu. Je me suis dit, revenons un peu aux sources, partons de Leonardo da Vinci, qui a été peut-être un des premiers à explorer la mécanique des organismes vivants. Il a vraiment essayé de comprendre, de recomprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient peut-être été déjà comprises dans d'autres siècles, mais il a essayé de réexplorer le corps humain et sa mécanique. Et donc finalement la biomécanique, ça va être la compréhension des principes d'ingénierie qui expliquent le comportement et la physiologie du corps. Alors si je reste avec Léonard de Vinci quelques minutes de plus, c'est quand même passionnant ce qu'il a réussi à faire. Parce que si on reprend ses dessins, qui datent quand même d'il y a quelques siècles, vous voyez qu'il avait déjà compris complètement le comportement de l'écoulement sanguin à l'arrière de la valve. Là, je suis dans le cœur. Est-ce que vous vous imaginez où je suis? Vous prenez le cœur, vous prenez la valve qui sort du cœur. Donc je vais prendre une valve cardiaque. J'en ai une ici, vous pourrez passer la voir à la fin. Vous voyez, vous imaginez, donc voici le cœur d'un des deux côtés et les trois petits battants qui font la valve. Et juste en sortie, ça s'ouvre un petit peu, vous le verrez quand vous passerez à la fin. Il y a comme un petit sinus. Et là, on a la valve qui va s'ouvrir et qui va sortir dans l'aorte et qui va du coup donner le sang à tout le corps. Et bien sûr sans expérience, juste par l'esprit à l'époque, Leonardo da Vinci avait compris qu'on avait un vortex qui se crée à l'arrière de la valve. Les simulations numériques qui sont quelques siècles plus tard prouvent qu'il avait totalement raison. Donc vous voyez qu'il avait complètement compris cet anneau tourbillonnaire qui se formait, qui est très intéressant parce que c'est lui qui va permettre aux coronaires, qui sont les petits vaisseaux qui vont irriguer le muscle cardiaque, d'avoir du sang. Il faut qu'il passe à l'arrière de la valve, le sang passe à l'arrière de la valve et pas dans les tout petits vaisseaux qui vont irriguer le muscle. Donc comme quoi finalement ces écoulements sont très intéressants et bénéfiques. Et puis autre chose, juste un article qui est de la presse. Et c'est un médecin anglais, vous voyez l'article, qui a étudié en profondeur les dessins et les formes en V, etc. Ce qu'avait proposé Léonard de Vinci. Et il a complètement changé sa technique thérapeutique et il a vu un bienfait énorme. Cet article relate de 2013.
Mais je trouve ça extraordinaire que finalement, en travaillant sur ces dessins, il a complètement changé sa pratique. Il a fait une trouvaille, enfin, les trouvailles anatomiques, comme ils expliquent, ont permis finalement de revoir complètement la technique chirurgicale et avec un succès fou. Donc voilà comment aussi on peut travailler, et c'est là où évidemment il y a la frontière entre art et science, vous voyez, peut parfois aussi un tout petit peu s'estomper. Finalement, qu'est-ce que c'est? Maintenant qu'on a vu ça, ben, je repars à ce qu'on se connaît bien, parce que je crois qu'on a tous baigné depuis notre enfance sur Il était une fois la vie, et on a tous entendu et vu toutes ces petites cellules, les globules rouges qui transportent l'oxygène et le dioxygène. On sait le rôle des globules blancs, on a tous compris le rôle des plaquettes qui vont servir à finalement colmater les fuites lorsque la paroi est abîmée. Mais finalement, qu'est-ce que... Essayons d'en comprendre, d'en savoir un tout petit peu plus, et qu'est-ce qui importe si on veut faire de la recherche et faire avancer la médecine à l'heure actuelle. Alors, de quoi est composé le système cardiovasculaire, qui était dans le titre? Alors, on a finalement 3 ingrédients. On va avoir la pompe, qui est complexe, parce que j'ai écrit le mot de double pompe. Pourquoi est-ce qu'il y a deux circuits? Finalement, on va devoir pousser le sang dans l'aorte qui va servir à irriguer tout le corps, sauf les poumons. Et après, il y a l'autre circulation, qui est celle qui va vers les poumons. Et il y a les deux là. La deuxième, c'est pour réoxygéner le sang. Et donc, c'est l'autre cœur, parce que le cœur va être subdivisé en 2 parties, cœur gauche, cœur droit. Et chacun va finalement avoir ce rôle pour s'occuper des 2 circulations. L'intérêt d'avoir un seul organe qui fait 2 pompes, c'est qu'on a la synchronicité. Donc finalement, le corps a merveilleusement fait ça. C'est le même tissu qui, par la contraction du cœur, va permettre de créer la surpression et de créer ces écoulements dans les 2 circuits. L'autre ingrédient qu'il nous faut, ce sont des vaisseaux qui vont servir à transporter le sang. Donc on va partir des grandes artères, on a parlé de l'aorte qui sort du cœur. Elle va se subdiviser dans des vaisseaux plus petits. Les échanges gazeux vont avoir lieu au niveau des capillaires. C'était les petites cellules qu'on a vues avant. Les petits dessins de Célavi, c'était au niveau des capillaires. C'est les cellules qui à peu près de la taille du vaisseau, pas très loin. Et puis après, tout ça va se recollecter. On va arriver aux grandes veines. Voilà. On voit tout de suite que les formes des vaisseaux, côté veine et côté artère, ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit que c'est complexe, il y a plein de couches, le dessin vous le montre, donc il va falloir prendre tout ça en compte. Et puis le dernier ingrédient, c'est le sang. Alors nous, quand on voit les choses en macro, quand on voit du sang couler, c'est vrai qu'on n'arrive même plus à voir qu'il y a des cellules, et donc il y a des moments où on peut, dès qu'on est dans des grands vaisseaux, on peut oublier qu'il y a plein de petites particules qui circulent, et voir tout ça comme un monde continu, ça marche bien. Mais quand on commence avec des vaisseaux plus petits de l'ordre de la taille de la cellule, 10 fois la taille de la cellule, là on peut plus se permettre de se croire que ce fluide est un fluide comme l'eau, uniforme, avec un seul composant. Et on est obligé d'y voir toutes les petites particules qui sont dans le plasma. Et donc là, la modélisation, la compréhension de ces phénomènes est très complexe, puisqu'on va devoir maintenant prendre en compte ces phénomènes. Et le problème des petites particules, vous le savez bien avec le ketchup. Vous avez vu le ketchup, la problématique quand vous voulez vous servir avec du ketchup, vous n'avez pas ce phénomène-là où dès que vous tournez la bouteille, ça va tomber, ça coule. Qu'est-ce qui se passe avec le ketchup? Après, il faut y aller, il faut mettre sacrément de force, et puis tout d'un coup, quand vous l'avez mis en mouvement, le fluide part et vous en avez partout. Pourquoi? Ce sont des fluides avec des propriétés visqueuses complexes, où c'est des fluides à seuil, donc il faut une certaine force pour le mettre en mouvement, et une fois que la force est partie, là il devient très vite, il devient comme un fluide, c'est pour plus comme solide mais comme un fluide, et il va pouvoir se mettre en mouvement très facilement, parce qu'il est mis en mouvement. Le sang c'est pareil, même comportement, c'est l'idée des fluides avec des suspensions. Donc on a besoin de modéliser tout ça et de le comprendre, et ça c'est des phénomènes très complexes. Alors à quoi nous sert ce système cardiovasculaire? Oh, il y a plein de choses, vous savez, on l'a déjà dit, il sert d'une part au transport des gaz, ça on le sait, il sert finalement à tout ce qui va être transport de nutriments, donc amener les nutriments, vous avez les petites molécules de sel et autres sur le dessin, et enlever les déchets. Il sert bien sûr aux défenses immunitaires via les globules
plan, et finalement, ce qu'on pense moins souvent, c'est la stabilisation du pH, le fait, et la température, le fait d'avoir un seul fluide qui circule dans tout le corps permet d'uniformiser tout ça. Alors la question que vous posez peut-être, mais c'est pourquoi s'intéresse-t-on tant à la biomécanique cardiovasculaire? La première chose, c'est que le sang, c'est la vie. C'est quand même vraiment la source, et c'est vraiment un des éléments cruciaux du corps humain. Et ce qu'on va chercher à comprendre, c'est non seulement le fonctionnement du système cardiovasculaire quand il fonctionne bien, quand c'est physiologique, mais aussi quand il y a des pathologies. Alors, physiologique est compliqué. Croyez que j'allais, c'est sûr que vous allez me dire, j'allais dire que c'est la pathologie qui est compliquée. Mais même le cas où on est en bonne santé est compliqué, parce qu'on est tous différents. Et du coup, pour savoir, pour trouver la différence entre quelqu'un en bonne santé et quelqu'un où il y a un début de pathologie pour elle, c'est pas si simple. Parce qu'on a tous des vaisseaux qui sont avec une forme un peu différente. Un exemple, c'est par exemple le polygone de Willis. Je ne sais pas si vous le savez, le cerveau est très bien fait, la nature a bien fait les choses. On a 3 sources d'apport sanguin pour le cerveau, les carotides et les vertébrales. Et ça fait que si l'une est bouchée, les autres prennent le relais. Tout le monde est relié à un même vaisseau. Sauf que chez 75% d'entre nous, il n'y a que 75% d'entre nous, il est complet. Et on est 25%, peut-être moi, j'en sais rien, mais où on vit très bien, mais avec un polygone de Willis qui n'est plus complet. Voilà. Donc vous voyez, c'est un exemple. Avec tous les vaisseaux, c'est vrai que c'est vrai. Donc on a tous on transmet dans les familles des morphologies différentes. Ce qui fait qu'on est aussi plus ou moins apte, et c'est un peu le côté finalement génétique, ça contribue, parce qu'on a hérité en physionomie, après tout le reste. Après, l'autre chose, c'est de comprendre les pathologies, parce qu'il faut bien voir que les pathologies cardiovasculaires restent, avec le cancer, les 2 premières causes de mortalité. Mais les maladies cardiovasculaires restent quand même une des grandes causes où il faut se battre et continuer de faire avancer la recherche et la médecine pour pouvoir diminuer les décès. Donc les grandes familles de pathologies qu'on peut avoir, c'est tous les problèmes au niveau cardiaque, les insuffisances cardiaques et autres, les problèmes au niveau des vaisseaux, par exemple quand il y a un rétrécissement, ce qu'on appelle ça des sténoses, vous avez déjà entendu parler de ce mot, et l'inverse du rétrécissement, c'est la dilatation. Le mot technique, c'est anévrisme, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler de ça autour de vous. Donc là, ici, vous avez un anévrisme dans l'aorte, juste en dessous du nombril, où chez cette personne, dû à l'âge, son vaisseau s'était finalement allongé, et à force, ça avait formé un pli, un anévrisme derrière le pli. Donc ce qu'on cherche justement, c'est à comprendre, c'est comment l'écoulement sanguin, hémodynamique, vous reconnaissez, hémo-sang, dynamique du sang, comment on va pouvoir corréler l'apparition de maladies avec la circulation sanguine et les écoulements qu'on va voir. Parce que là, vous voyez bien, si vous avez une plaque de cholestérol qui se forme et qui crée la sténose, vous allez modifier l'écoulement sanguin automatiquement, jusqu'au moment où le sang ne va plus réussir à passer. C'est là qu'il va y avoir une crise cardiaque. L'autre grande chose, c'est justement d'aider au traitement. Je viens de parler de crise cardiaque, mais si la sténose elle est dans le cerveau, là on a un AVC. Si on bloque un vaisseau, on va avoir une embolie pulmonaire si c'est dans les poumons. On peut avoir les thromboses, elles peuvent se faire à différents endroits du corps. Et donc on a besoin d'avoir des techniques pour pouvoir diagnostiquer et traiter les maladies. Et pour ça, il nous faut créer des dispositifs biomédicaux. Alors je vous en ai ramené certains, si vous voulez à la fin voir un peu des choses. Vous avez compris, vous avez dû voir qu'au fil des dernières années, des dernières décennies, on a complètement changé de technique thérapeutique. Ça, c'est la recherche qui a permis ça. Ce qu'on faisait avant en chirurgie ouverte, on essaie de plus en plus de le faire avec des chirurgies minimalement invasives. Alors comment est-ce qu'on fait? On va juste faire une toute petite incision au niveau de la jambe et on va amener des dispositifs. Je vais vous en sortir un aussi. Des choses, on va travailler tout à distance via des cathéters. Vous avez par exemple un ici. Donc on va avoir un vaisseau guide qui va être quelque chose de tout mince qui va servir. Par exemple là vous voyez que c'est l'arnèse encore un plus mince qui va essayer de trouver la voie dans le vaisseau, tout ça poussé à partir de la jambe. Et on va juste remonter à l'endroit où on a besoin de traiter et amener le dispositif biomédical directement à l'endroit du corps où il faut traiter.
Donc tout ça est fait, c'est pour ça qu'on parle de choses mini-invasives, puisque le côté invasif, c'est juste d'avoir fait une micro-incision d'un millimètre ou deux, un tout petit peu, il suffit de que voilà, le cathéter passe, et puis c'est comme une seringue limite, et c'est pas plus important que ça. Alors il y a différentes choses qui peuvent être faites, il y a des traitements pour le cœur, ici vous avez une pompe cardiaque, une pompe d'assistance pour le ventricule, vous avez des valves cardiaques, je vous en ai amené, vous pourrez venir les voir quand les valves ne fonctionnent plus, je vous ai amené des dispositifs. Si vous avez la sténose, on va rouvrir ça avec un ballon, on peut poser un petit stent, je vous en ai amené ici. Et puis si vous avez un anévrisme, la fameuse dilatation dont on parlait avant, vous avez différents traitements. Vous pouvez mettre une prothèse de vaisseau ou faire la même chose en endovasculaire avec des matériaux très sophistiqués comme le nitinol qui permet de retrouver leur forme. Vous voyez que quand j'appuie, ça, tout seul, le matériau retrouve sa forme. C'est le fameux nitinol. Donc on peut faire tout ça, maintenant c'est comment? Comment on va finalement utiliser les outils de la modélisation, donc soit dans le labo, faites in vitro, soit avec le numérique, l'in silico, ou faire la recherche chez le patient ou chez l'animal, c'est le in vivo. Donc c'est ça qu'on va chercher, on va essayer de reproduire finalement un bout de vaisseau, un corps humain, etc., pour pouvoir comprendre les écoulements et pouvoir traiter, essayer des nouveaux traitements et regarder comment ça fonctionne. C'est quand même quelque chose de complexe. Parce que si on regarde un peu c'est vrai que là je vous ai mis un peu les règles gammes de taille. Vous voyez qu'on va passer du mètre, c'est la taille, l'ordre de grandeur de la taille d'un corps humain. L'organe va plutôt être la taille de quelques centimètres. Après les vaisseaux vont vite être du millimètre et descendent jusqu'à la taille des cellules qui sont au micron. Le micron est quand même 1000 fois plus petit que le millimètre et les cellules font à peu près 10 microns. Donc vous voyez qu'on a une gamme de taille qui est monumentale. On va de 10 microns à 1 mètre pour le corps entier. Donc là, on a vraiment un challenge d'avoir quelque chose... voilà, on a une complexité liée aux tailles spatiales. Donc pour les vaisseaux, vous le voyez là, je vous ai mis le dessin à gauche, veines et artères. Les veines systémiques, vous savez qu'elles sont souvent mises en bleu, parce que c'est du sang désoxygéné. Rouge, vous avez le sang oxygéné sur les artères, dans ce cas-là. Et puis vous avez cette ramification, donc tous les vaisseaux vont être ramifiés comme les arbres, c'est pour ça qu'on parle d'arbres vasculaires. Et donc il faut réussir à comprendre comment des cellules ou du sang va se distribuer dans tout un réseau qui est piloté en pression. Ça c'est quand même quelque chose de complexe, parce qu'on est dans des géométries très tortueuses, vous le voyez sur cet anévrisme, et cette personne, même des vaisseaux dans les jambes sont ultra tortueux. On a vu que les parois avaient été faites de plein de couches, donc ça donne des propriétés, on a de l'inhomogénéité, on a des comportements complexes quand on tire dessus. Le sang n'est pas newtonien, on l'a vu, c'était comme le ketchup, le même comportement parce qu'il y a des cellules. Et puis tout ça est pulsé, le cœur, dans l'écoulement que vous voyez là, fait qu'on a un écoulement pulsé. Donc pendant 1/3 du cycle cardiaque, on a du sang, et pendant 2/3, il y en a plus. Donc pour ça, pour résoudre tout ça et modéliser expérimentalement ou numériquement, il faut qu'on prenne en compte toutes ces interactions avec les structures. Et donc je vais maintenant vous illustrer quelques exemples pour vous donner un peu des idées de ce qu'on peut faire pour aller plus vite. Alors un premier exemple va porter sur les fistules artério-veineuses. J'ai choisi celui-là parce que je voulais vous montrer comment on pouvait partir de données d'imagerie, de données patients, et aller jusqu'à de l'étude chez un patient donné. Là, par exemple, ça va être je n'ai pas le patient, mais j'ai une reconstruction de son vaisseau. C'est une reconstruction à l'échelle 1. Et cette personne avait deux problématiques, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était sa sténose rétrécissement de vaisseau, donc super bon transfert, qui était sur l'artère. Il a aussi une veine très dilatée, mais là on sait que ça fait plein de recirculation, et on connaît mieux cette pathologie. Et j'avais envie de comprendre pourquoi cette sténose, pourquoi les médecins n'avaient pas vu cette sténose. En fait, il en avait une, mais les médecins ne l'avaient pas remarqué. Et est-ce qu'elle impactait le traitement? Parce que c'est un patient très particulier, il avait ces vaisseaux, ce sont des vaisseaux de son bras. Et pourquoi c'était aussi dilaté? C'est parce qu'il avait une fistule artério-veineuse. La fistule, c'est cette connexion. Et ça a été fait parce qu'il était hémodialysé. Donc ses reins ne fonctionnaient plus. Il avait besoin d'hémodialyse, donc c'est une machine qui va filtrer son sang
à l'hôpital pour lui parce que les reins ne fonctionnent plus, donc il fait le rôle des reins. Et pour permettre d'accéder au sang, à son sang, juste on a connecté une veine et une artère dans son bras, ce qui permettait de fonctionner, de rechercher le sang dans la veine, parce que les artères sont trop loin, on ne peut pas les atteindre. Donc c'était fait dans ce but-là. Donc c'est un projet européen qui avait été financé par l'Europe. Et donc voilà, ce que je viens de vous dire, c'était qu'en France, on a donc 30 000 patients hémodialysés. Et on a besoin d'avoir un accès vasculaire pour pouvoir amener le sang, traiter le sang. Donc il faut pouvoir connecter le sang à une machine d'hémodialyse. Et ceci n'est pas possible, les artères ne sont pas accessibles. Donc on a cette idée, c'est finalement de connecter une veine sur une artère. C'est ce qui est fait en Europe le plus classiquement, parce que c'est quelque chose qui dure pendant beaucoup d'années. Si on mettait un vaisseau artificiel, ce qui est plus aux US, alors c'est vrai que c'est tout de suite bon, le vaisseau, il suffit d'une petite canule, mais en général, ça ne tient qu'un an, donc c'est quand même, il y a une pérennité assez faible. Donc ce qui a été, si on regarde la littérature, on voit que des sténoses peuvent apparaître. Que 15 à 25% des patients, ils peuvent y avoir des sténoses. Qu'il faut absolument, ce qui est connu médicalement, c'est que si vous avez une sténose, il faut absolument la traiter dès que la différence de pression est plus grande que 5 mm de mercure. Donc moi, ma question que je me posais, c'était finalement pour ce patient, est-ce qu'il est par rapport à ces 5 mm de mercure de référence, où est-ce qu'on était? Est-ce qu'on était en dessous, au-dessus? Est-ce qu'il faut le traiter ou non? Donc voilà, donc on a voulu comprendre quelle était l'influence de la sténose sur la distribution des vaisseaux et sur les pressions, et voir comment traiter, parce que les médecins là ne le traitaient pas, mais si du coup aider les médecins à trouver quel était le meilleur choix thérapeutique dans ce cas-là. Du coup, comment est-ce qu'on a obtenu tout ça? Et bien on est parti d'imagerie. Donc la personne a été dans un scanner dans ce cas-là. Il y a eu des images en coupe, du coup, qui ont été faites. Donc, scanner IRM ne prête que des images dans différents plans. Et après, pour retrouver un vaisseau, il faut du coup faire la reconstruction. Donc, il y a tout un travail d'ingénierie derrière, en traitement d'image, pour pouvoir remonter au vaisseau et à la géométrie complète du vaisseau. Une fois que c'était fait, on l'a utilisé non seulement numériquement, mais aussi expérimentalement. Donc, numériquement, on l'a maillé. Vous voyez ici les petites mailles, et on a utilisé des logiciels que vous utiliserez peut-être pendant vos études ou dans les métiers que vous ferez plus tard, pour pouvoir simuler le comportement de l'écoulement du sang avec la paroi qui se déforme. Et puis, expérimentalement, on a créé un modèle, et vous pouvez venir les voir, j'ai différents modèles de vaisseaux qu'on a imprimés. Donc ça, c'est l'impression 3D directement, qui est une technique qui existe depuis quelques années. On a imprimé ça dans des matériaux transparents, ce qui permet derrière d'étudier les écoulements à l'intérieur et du coup de faire aussi de l'in vitro dans le laboratoire. Donc voilà par exemple une comparaison avec des techniques sophistiquées. Donc d'un point de vue expérimental, on utilisait des techniques avec des lasers, c'est de la PIV, et donc on arrive à remonter au champ de vitesse et on l'a comparé à la simulation numérique. Et on a vu finalement, même dans des écoulements très perturbés, une très bonne correspondance. Ensuite, on a simulé les traitements. Donc, on a simulé le ballon, le petit ballonnet là, qui servait à rouvrir le vaisseau. Et on a regardé différents niveaux post-traitement, 20%, 30%, 10%. On a vu, parce que les médecins, je vais vous remontrer une image. Vous le voyez ici. Quand vous avez la plaque de cholestérol, c'est pas simple de rouvrir complètement le vaisseau. Parce qu'il faut pousser la plaque contre la paroi, et donc c'est assez rare qu'on arrive à rouvrir à 100% le vaisseau. Donc on a voulu voir quel était le taux de sténose résiduelle qui était tolérable. C'était ça qu'on cherchait à comprendre. Et après on a simulé, là il faut que je vous montre aussi ce petit film, on a simulé aussi la pose d'un stent, comment le stent va permettre de réouvrir le vaisseau et de se reconformer, de changer la morphologie du vaisseau. Donc on a simulé, là vous avez par exemple l'écoulement au cours du temps, vous voyez qu'on a simulé et on voit que quand on avait la sténose, il y avait des vitesses, en rouge vous voyez que les vitesses sont 3 fois plus élevées qu'elles devraient l'être, donc on avait une accélération très forte au niveau de la sténose, et une fois qu'on a fait l'angioplastie, donc mis le ballon et réouvert, effectivement on corrigeait ce problème local. Ce qui était intéressant, c'est que finalement, il n'y avait aucun effet sur la distribution des écoulements. Et c'est là qu'on comprend que les médecins ne le voyaient pas. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est savoir est-ce que j'ai assez de sang dans ma veine pour faire l'hémodialyse. Ben oui, ils l'avaient parce qu'il n'y avait pas de changement. Qu'il y ait sténose ou non, ils avaient le même débit dans la veine.
Donc du coup, ça passait pas sous les radars des médecins, ils ne pouvaient pas détecter. Parce que eux, l'information qu'ils n'ont pas, c'est les pressions. Mais nous, la simulation numérique nous a donné les pressions. Et du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que la présence de la sténose crée une différence de pression très importante et bien plus importante que les fameux 5 mm de mercure, qui est leur critère pour dire qu'il faut opérer. Il faut enlever cette sténose. Donc on était à 12. Donc ce qui montre qu'il faut absolument, et surtout chez ces patients, déjà qu'ils ont cette fameuse fistule, ils ont un risque accru de crise cardiaque. Si on leur met en plus une sténose, donc là, il y avait vraiment, on était dans un cas où il fallait absolument traiter le patient. Et on a montré qu'il ne fallait surtout pas en laisser plus que 20% de sténose, parce qu'à 20% correspondait à 5 mm de mercure. Donc ça permet aussi, par la simulation, de donner des indications clés aux médecins comment traiter. Donc voilà aussi le genre de choses qu'on peut faire, avoir des outils très pratiques d'aide à la chirurgie et d'aide au choix thérapeutique. Un autre projet. Maintenant, je change d'échelle. Je vais aller sur la micro-encapsulation. Je travaille énormément aussi sur l'utilisation de toutes petites capsules pour pouvoir amener des médicaments, mais de manière ciblée cette fois. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça permet d'amener, par exemple, au traitement dans les cancers et autres, ça permet d'amener des molécules cibles directement au corps et d'éviter tous les effets induits par des chimiothérapies et autres. Donc l'idée de transporter un vecteur et de l'amener directement à l'endroit voulu est vraiment intéressant. Les capsules, si vous regardez un peu, vous voyez que déjà la première chose, c'est c'est un objet qu'on connaît bien, parce que toutes nos cellules sont des capsules. Si la capsule est juste une petite membrane qui protège un flux interne, le globule rouge c'est une capsule. Donc le concept d'encapsulation, le corps l'utilise depuis toujours, parce que ça permet finalement de protéger un milieu et de l'amener, de piloter là où on va l'amener, et aussi de contrôler les échanges au travers de la membrane. Finalement, ces capsules, on en a trouvé des applications dans à peu près tous les pans de l'industrie, et il y en a énormément en santé. Ça sert en pharmaceutique, je viens de vous le dire, pour la thérapie ciblée, mais ça sert aussi pour la bioingénierie, pour faire des organes bioartificiels, parce qu'on peut protéger ainsi des cellules et faire des organes bioartificiels, c'est des choses qui sont aussi beaucoup faites à l'ITC. Ça peut servir à l'industrie agroalimentaire pour amener des composants. Et puis après, je vais justement vous parler comment on peut appliquer ce qu'on fait à l'encapsulation d'antioxydants ou de produits actifs. Quel est l'enjeu d'un point de vue santé ? Si on regarde le marché et les choses, les quelques produits, ce qui n'est pas de plus en plus, mais c'est en train de venir, les stratégies actuellement utilisées, c'est surtout des toutes petites particules qui sont dans le monde des nanomètres. Donc c'est des particules bien plus petites que le vaisseau, qui peuvent passer toutes les barrières, et c'est ça les stratégies qui sont utilisées à l'heure actuelle. Mais on sait bien que les nanoparticules ont deux problématiques. Déjà, comme elles sont toutes petites, elles encapsulent peu de produits actifs. L'autre problème, c'est qu'on ne sait pas encore complètement piloter où elles vont. Vous l'avez entendu sur tout ce qui est nanoparticules, au niveau pollution, au niveau respiration, etc. C'est vrai qu'on ne sait encore pas comment elles peuvent passer toutes les barrières, on ne sait encore pas complètement contrôler leur domaine. Donc on a un enjeu de santé publique et on a un enjeu technique. Nous, on aimerait encapsuler des quantités plus grandes. D'où l'idée de la microcapsule qui est quand même jusqu'à 1000 fois plus grande, et qui permettrait de protéger des produits en quantité beaucoup plus importante. Donc la question, c'est comment optimiser, si ces microcapsules sont pas utilisées à l'heure actuelle, c'est qu'on a encore un manque de compréhension fine de leur dynamique. Donc il faut amener les outils. Et effectivement, il nous faut des outils, parce que regardez ce qui se passe quand vous mettez ces petites capsules dans un écoulement. Vous voyez qu'elles vont se déformer très fortement, des plis peuvent se former. Là, elles sont dans un petit canal microfluidique, je vous en ai ramené, vous pourrez venir voir des petites puces microfluidiques. Vous voyez qu'elles se déforment telles les globules rouges, vous avez la forme en parachute comme les globules rouges, mais on peut aller jusqu'à la rupture. Ici, c'est en macro, et vous voyez, la capsule s'est complètement cassée sous l'écoulement et de par la constriction qui était là. Donc on peut avoir tous ces phénomènes qui peuvent se produire. Donc on a envie, finalement, le challenge qu'on se pose, c'est de trouver ce compromis, de créer des objets capables d'aller à l'endroit où on veut, mais de résister au cours du temps, finalement, à toutes les déformations qu'ils vont avoir.
Donc il faut trouver un compromis entre la quantité qu'on va pouvoir mettre dans la particule, la quantité de produit actif, l'épaisseur de paroi qui va déterminer la déformabilité de l'objet et sa résistance, et le relargage, la cinétique de relargage de tout ça. Et donc ce que je propose, c'est finalement d'utiliser des outils, un mélange de modèles 3D et d'expériences microfluidiques. Et c'est ce couplage entre numérique et expérience qui peut vraiment amener les outils qu'il nous faut pour pouvoir utiliser ces microparticules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez par exemple une simulation 3D et on peut complètement repenser comment la microfluidie, comment des petits outils peuvent séparer des suspensions. Ici, c'est que du numérique, certes, mais ça donne des idées très pratiques de comment l'utiliser. On a pris un canal et on a cherché finalement si on arrivait à séparer des populations quand on a un fluide avec plein de petites particules. Et là, on voit que suivant la forme c'est un canal en T. Et suivant la forme qu'on va donner au T, on ne va pas du tout avoir la même trajectoire des particules. Les mêmes particules dans les mêmes conditions, dans un cas, elles vont avoir envie de prendre la branche latérale, dans l'autre cas, elles vont prendre la branche centrale. Et donc ça, c'est des techniques qui permettent de séparer des particules déformables comme les cellules. Une autre application des modèles, ici vous avez la petite particule qui est modélisée dans un microcanal. Vous voyez qu'elle va, en fonction de sa rigidité, pas du tout avoir les mêmes formes. Elle va plus ou moins se déformer, et du coup, on va pouvoir corréler. Quand on connaît finalement son image, si on a l'image de la déformation de la particule, on va pouvoir remonter à ses propriétés mécaniques. Et ça, c'est merveilleux pour des objets de quelques microns. Des objets très difficiles, quasiment pas manipulables, et bien juste en les faisant s'écouler, on arrive à remonter à leur propriété mécanique, qui est la condition, si on ne connaît pas les propriétés, je ne sais pas faire d'objet sûr. Donc on arrive finalement, avec des outils microfluidiques, à les déformer, et avec la modélisation numérique, à remonter à la propriété mécanique. Alors comment est-ce qu'on fait de la microfluidique? Eh bien c'est inspiré, si vous voulez, du monde du circuit imprimé. Tout ce que vous avez déjà vu en électronique pour faire des petits circuits imprimés, on va prendre un masque, faire de la photolithographie, imprimer un dessin, mais au lieu que ce soit un circuit électrique, là cette fois-ci c'est des petits canaux fluides, et donc vous pouvez recréer des tout petits écoulements et faire des expériences. C'est beaucoup utilisé aussi pour les analyses d'eau, en santé, ça permet de créer des objets sur mesure, ça permet de faire des dispositifs quand même totalement innovants. Et un exemple, c'est celui-ci, il y a un brevet qui est en cours de dépôt sur ça. L'idée était venue d'un article. Et là, c'est le numérique qui a inspiré une solution très pratique. Des collègues en numérique s'étaient dit, tiens, si je mettais un obstacle dans un microcanal, est-ce que j'arriverais à trier des objets? Et puis, numériquement, ça semblait intéressant. On l'a fait expérimentalement. Et donc, vous voyez ici des photos en zoom, on est sous microscope, parce que là, le canal est quand même de taille micrométrique, et on l'a adapté pour des cellules. Donc si dans le cas où vous avez des cellules, vous avez la cellule qui doit passer, qui doit juste avoir l'espace pour passer entre l'obstacle et elle-même. Vous êtes dans des échelles de 10-20 microns. Donc on est à des choses toutes petites, et on a montré qu'on était capable de séparer des objets. Que deviennent, regardez, ce que dit la cinétique, quand la cellule, ici c'est une capsule qui arrive, elle tape l'objet au milieu et elle va passer d'un côté ou de l'autre en fonction du côté qu'elle va choisir. Et en fonction de sa déformabilité, elle va avoir une trajectoire différente. Et en fonction de sa taille aussi. Donc, parce que plus elle est déformable, plus elle va pouvoir s'aplatir contre l'obstacle et du coup elle va avoir un angle moins grand en sortie. Et ça, c'est des outils qui peuvent servir pour voir des cellules. Il y a beaucoup de pathologies qui font que les cellules sont plus rigides. La malaria, ou plus souple d'ailleurs. Malaria rigidifie les cellules, le cancer a plutôt tendance à les assouplir, ça dépend des cancers. Et donc on voit qu'on arrive avec la microfluidique à créer des tout nouveaux outils qui vont permettre de pouvoir détecter, de séparer des populations en fonction de leur déformabilité. Donc le biomarqueur n'est plus cellulaire, n'est plus biologique, mais il est mécanique. Et ça ouvre vraiment le champ, parce que parfois les marqueurs biologiques, ils ont leurs limites. Et donc d'associer finalement cette toute nouvelle gamme finalement de dispositifs va pouvoir aider la science.
Donc ici, vous avez la preuve qu'on peut trier par taille. Les petites capsules et les grandes capsules ne vont pas sortir par les mêmes sorties si on met différentes sorties. Et à droite, vous voyez que si on va plus vite, on arrive à trier par déformabilité. Les souples ont un angle beaucoup plus petit que les très rigides qui vont vers des angles à 25. L'encapsulation, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, je vous parlais de l'agroalimentaire. Et je vais juste vous dire un mot de ce dans le projet européen qu'on pilote à l'ITC. Ce qu'on cherche aussi, c'est d'aller jusqu'à des choses très pratiques. Et ça, c'est la révolution de plus en plus. Vous voyez que vous avez des produits alimentaires, vous faites des courses, qui ont été avec des caractéristiques alimentaires encore plus ajoutées. C'est le concept du nutraceutique. Finalement, le nutriment devient presque un médicament. Donc, on va finalement chercher, on est parti de travaux d'une collègue, Claire aussi, qui avait montré que la betterave avait des propriétés antioxydantes très poussées, et limite plus fortes que la curcumine. Et donc, si vous le comparez là au moins au niveau des jus, vous voyez qu'au niveau de l'activité antioxydante, c'est finalement le jus de betterave qui va avoir le plus de propriétés antioxydantes. Et dans la betterave, c'est surtout la bétanine qui joue ce rôle-là. Et le gros souci des antioxydants, c'est que le corps, c'est qu'ils sont très facilement dégradés dans le corps et même pendant le stockage, avant même de vendre le produit. Donc les sources de dégradation sont multiples. Le pH joue énormément, toutes les enzymes du corps, les températures, le rayonnement peut jouer. Donc on est sur des objets très fragiles. Et on a le souci que pendant la digestion, vous allez avoir lors du trajet de l'aliment, finalement un cocktail assez mauvais de pH qui peut descendre très bas, de différentes enzymes qui vont agir tout au long de la digestion. Et si on veut que le corps puisse assimiler quoi que ce soit, il faut que ça atteigne l'intestin. C'est là qu'on a le niveau d'assimilation. Donc la proposition qu'on a faite, c'était d'encapsuler. On est en train de chercher des solutions pour encapsuler ces antioxydants. Sur un autre challenge, c'est de les extraire. Ça, maintenant, on sait faire. Une fois qu'on les a extraits, on cherche à les encapsuler par des tout petits objets. Là, les objets font quelques microns. Et on a cherché différentes stratégies d'encapsulation. Et vous voyez qu'avant encapsulation, rien qu'en les soumettant à 25 degrés à des enzymes un peu comme on aurait dans l'estomac, vous avez 30% de l'extrait sec sans encapsulation qui est détruit, et on arrive à avoir presque du 90%. Donc on arrive à protéger pendant vraiment quasiment à 100% l'activité antioxydante de ces produits. Et j'ai fini, je vous avais promis de vous monter aussi un projet, donc là, qui a amené un brevet. Et ça a été fait à 100% avec des élèves de l'UTC, que en mode projet. Parce que ce qu'on a à l'UTC, c'est la possibilité, vous allez voir le monde des PR, vous avez peut-être entendu parler des TX et des PR, et les PR, c'est des projets, et l'idée, c'est que vous soyez mélangés. Ce qui marche vraiment bien, c'est quand vous mélangez entre sections, c'est que même si après, ce que je vous ai dit sur la santé ne vous intéresse pas, vous allez peut-être être passionné par le développement de nouveaux matériaux ou par autre chose. Et ça peut servir à plein d'applications. Pourquoi pas la santé, mais il y en a d'autres. Mais là, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est des PR avec des étudiants de toutes les filières de l'UTC qui ont travaillé main dans la main, donc les uns apprenaient aux autres ce qu'ils savaient de leur cours, et on a amené à des toutes nouvelles techniques des implants de réparation pour les valves cardiaques, et en particulier pour une des valves, dans le ventricule gauche, il y a la valve mitrale, c'est celle qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. C'est cette valve-là. Le sang va venir de l'oreillette, passer par cette valve, il va dans le ventricule, et hop, il ressort par la horte après. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu s'intéresser à cette valve? C'est lié au fait qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à l'insuffisance mitrale, et quand la valve ne va plus bien, vous allez avoir des fuites. Donc ici, vous voyez, la valve ne va plus, les deux feuillets ne vont plus se toucher, et on a toujours une régurgitation, donc du sang qui peut repasser,
Et ça fait, c'est quand même une pathologie qui touche 2 à 3% de la population dans le monde, presque 10% des personnes de plus de 75 ans. Et ça crée des pathologies très lourdes. Et c'est finalement plus nocif pour les personnes que les pathologies de la valve aortique qui, elles, sont traitées communément. On a un grand souci sur la mitrale, c'est qu'on a peu de dispositifs à l'heure actuelle et peu de techniques. On sait opérer à cœur ouvert. Donc en soit on va réparer l'anneau, on essaie de resserrer l'anneau pour pouvoir faire en sorte que les deux tissus de la valve se retouchent. Mais souvent c'est pas pérenne dans le temps, il y a des moments où il faut réopérer. Donc, et je vous l'ai dit, on essaie de plus en plus à l'heure actuelle de traiter les gens en mini-invasif. Et chez ces patients-là, c'est crucial parce qu'ils ont des problèmes cardiaques. Comme ils sont cardiaques, ils sont très affaiblis. Ils ne peuvent pas, la plupart du temps, ils ne peuvent pas avoir d'anesthésie. Ce sont des patients qui ne peuvent pas faire une anesthésie générale. Donc ils ne peuvent pas être opérés à cœur ouvert. En fait, ils ne sont pas traitables directement par la chirurgie. Donc on a besoin d'autres techniques peu invasives pour pouvoir les traiter. Et donc, à l'heure actuelle, on va surtout utiliser des valves cardiaques qui sont faites pour l'aorte et qui sont du coup pas du tout adaptées pour la mitrale. Donc ce qu'on a développé, c'est des techniques où on va réparer la valve. On va venir amener un implant, soit par voie endovasculaire ou par voie percutanée. On va directement le mettre sur la valve et qui va permettre de faire en sorte que les deux tissus de la valve se retouchent et donc de traiter ces patients. Tout ça en mini-invasif. Le brevet a été déposé, vient d'être accepté en juillet. On vient de faire l'extension mondiale là, de faire la demande. Donc, et ça, c'est 100% issu de travaux avec la main dans la main, avec des médecins et des étudiants. On l'a fait comme votre projet et ça a marché. Et vous voyez que ça marche. Donc, croyez en vous. Je voulais finir là-dessus. Je viens sur cet exemple parce que soyez ouverts. J'espère que la présentation d'aujourd'hui, ce n'était pas forcément des choses que vous connaissiez, pas forcément des choses qui vous intéressent à la base, mais ce n'est pas grave. Restez ouverts parce que vous ne savez pas là où la vie va vous amener et cherchez ce qui vous passionne. Et vraiment, vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais finir sur cette image, que si vous voulez, là vous avez une chirurgie justement pour monter des dispositifs. Si vous voulez que les médecins puissent utiliser tout ce qu'on a vu en temps réel, vraiment les chirurgies, il faut que ce soit du temps réel. Et donc on a besoin d'informaticiens, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de plein de choses pour réussir à vraiment traiter ces challenges que demande la médecine et qui nous concernera tous, parce que je crois qu'on aura un jour tous besoin. Je finis là-dessus, merci à vous. On a du temps pour les questions. Oui. Il y a une question là-haut? Non? Oui. Vous avez dit que vous faites des simulations numériques. Ça veut dire que vous connaissez comment allait se comporter le sang. Donc ça, c'est dû à des études en mécanique des fluides. Et donc, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ce que vous faites? Parce que vous dites mécanique des fluides, mais en vrai, moi, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça représente. C'est très juste. Donc finalement, ce qu'on va savoir, ce sont les équations qui pilotent. Donc il y a des équations qui sont connues, qui sont utilisées aussi bien pour simuler l'air, la météo, pour connaître l'écoulement d'une rivière. On peut utiliser les mêmes équations et les appliquer à l'écoulement sanguin. Sauf que le sang est un peu plus complexe que juste un fluide, de l'eau par exemple dans un canal, puisqu'on va voir toutes ces particules. Donc si on veut modéliser, nous ce qu'on va faire, quand on modélise, je vous ai montré des modélisations de microcapsules ou de cellules individuelles dans un écoulement, là il va falloir qu'on résolve l'équation de la mécanique des fluides, comme l'eau là dans la rivière, pour le fluide à l'intérieur de la particule, la cellule. Il faut qu'on résolve la même équation pour tout le fluide à l'extérieur, plus les équations de déformation des matériaux. Tout ça dans un milieu confiné. Donc c'est pour ça que ce sont des équations, il faut appliquer, il y a beaucoup de domaines, il faut résoudre des équations totalement différentes à différents endroits, et on a besoin et tout ça, les actions de l'un interagissent sur l'autre. On est impliqué. Donc finalement, la complexité elle vient de là. Vous avez ce qu'on appelle de façon générique des interactions entre le fluide et les structures. Vous avez la même chose quand vous prenez le viaduc de Millau.
sous l'effet du vent, il se met à osciller. Oui, bien sûr, oui. Regardez en ligne, il y a le fameux pont de Tokamak qui avait, ça regardé sur Internet, c'est un des ponts, c'est vraiment mondialement connu, c'était un pont qui avait réussi, sous l'effet des interactions entre le vent et sa dynamique propre, il avait réussi à être cassé sous des vents forts. Donc vous avez vraiment cette problématique. Il est rentré en oscillation. C'est impressionnant, regardez. Regardez plus, c'est vraiment très bien. Moi j'aurais une question à propos du projet dont vous avez parlé à la fin, notamment combien de personnes vous avez été et aussi combien de temps ça a pris et si possible aussi les branches concernées par les étudiants. Oui. Donc l'aventure avait commencé en 2014. C'est la première fois que les médecins étaient venus me voir en me disant tiens, on a telle idée, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on avait commencé à ce moment-là. Ce qui a été intéressant, c'est que finalement il y a eu une première PR dans ces années-là, autour de 2015, suivie par une deuxième. Pendant ces deux, on avait créé un dispositif qu'on a breveté là, plus récemment, mais le temps d'écriture du brevet, ça, il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Donc finalement, le brevet porte sur 2 PR. Donc une année. Parce que chaque PR va être un semestre. Donc finalement, dans chacun, il y avait 4-5 étudiants. Ce qui est bien, c'est d'être dans ces eaux-là, autour de 5 max, ça peut être 6, hein, mais c'est un peu un bon équilibre. Le travail en groupe est un peu compliqué quand il y a vraiment trop de monde dans un groupe. Trop peu, il y a un manque d'idées, de force vive, il faut finalement ça fuse, il faut beaucoup de brainstorming. Et après, les filières, dans ce cas-là, c'était des étudiants qui venaient plutôt du monde du génie mécanique, génie biologique, et on a souvent besoin un petit peu de génie aussi de tout ce qui est informatique. Sur ce genre de projet, c'est les 3 grands axes. Donc IM, GV, voilà. Et depuis, on a, je peux compléter, j'ai refait 2 PA plus récemment, il y a 2 autres brevets qui sont en cours de dépôt sur 2 autres des choses de l'année dernière. Voilà. Bonjour, j'ai une question sur les capsules. Si j'ai bien compris, il y a des éléments chimiques qui sont à l'intérieur. Et c'est par voie sanguine, on va les envoyer sur une zone. Oui, l'idée elle est là, oui. On peut prédire le moment où en fait il faut bien que ça s'éclate. Donc, il y a 2 possibilités. Soit effectivement tu vas rechercher la rupture, et une idée, si tu veux la rupture, là par exemple, une idée que j'avais montrée, c'était que d'autres gens aussi utilisent, c'est les ultrasons. Si tu veux focaliser quelque chose, une manière dans le corps, alors tu peux utiliser le pH aussi. Tu peux aussi dégrader, ou tu as des endroits dans le corps où tu as des pH différents. Tu peux aussi te dire, tiens, je fais quelque chose qui réagit au pH. Et ça casse en fonction du pH. Mais les ultrasons, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour le corps humain, parce que tu arrives à le focaliser. Déjà, c'est en théorie, ça dépend comment tu fais. Et tu peux le focaliser, tu peux le gérer de l'extérieur. Tu peux avoir donc une action de l'extérieur sur l'intérieur du corps. Tu peux le focaliser à un endroit du corps. Et du coup, tu peux induire une rupture locale. Juste un petit complément, mais de français, là, pour le coup. En français, prédire et prévoir n'ont pas le même sens. Prévoir, il y a un fondement scientifique. Prédire, c'est Madame Soleil. En anglais, il n'y a qu'un seul terme, qui est prediction. J'ai dû me tromper de vous. Je crois que M. Conti le dit pour moi. Par le fait qu'on est passé aux US. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ces microcapsules pourraient être des microcapsules entièrement robotisées qui lâcheraient sur ordre et géolocalisées avec des systèmes L'idée a germé. Je pense que oui, on va y arriver. Il faudra voir quoi, il faut voir quelle taille. Mais l'idée déjà de la capsule robotisée, je peux te parler d'une autre capsule. Il y a une chose qui est vraiment utilisée depuis quelques années, c'est une fameuse capsule avec une caméra pour faire toute l'endoscopie, pour voir à l'intérieur. Tu peux avaler une capsule et elle est équipée de caméras et autres, donc tout ça c'est déjà fait. Et là, elle n'est pas vraiment robotisée dans l'idée où elle reste passive. Elle suit la digestion, le tract plus classique, et elle permet du coup d'imager tout l'intérieur.
Donc ça, c'est vraiment très pratique, ça évite, c'est quand même plus agréable que d'avoir les dispositifs qui rentrent. Mais c'est vrai que l'idée du micro-nageur qu'on va piloter et qu'on va aller amener est là. Il faut encore le fiabiliser, faire des échelles plus petites. Il y a encore énormément de recherche avant que ça soit opérationnel. Merci. Question suivante. Oui. Dites-moi s'il vous reste encore une question. Il y a une question sur. Oui. Il y en a une là. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Non, il y en a. Il y en a une devant, donc les deux dernières. Ou plus, là. C'était où? Vous avez parlé d'un obstacle pour diriger le capsule. Comment vous comptez appliquer ça dans le corps humain? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle dans l'idée. Là, je suis ravie que tu poses la question, parce que finalement, c'est un autre point d'application. Là, l'idée, c'est pas de l'utiliser dans le corps, c'est de créer des outils qu'on a dans le laboratoire pour pouvoir finalement faire des actions. Donc là, l'action, c'est par exemple de trier et de pouvoir séparer des populations. Mais là, c'est vraiment de créer des outils de diagnostic, d'analyse, ces genres de choses. Donc c'est de créer des tout petits outils dans le labo, donc qui peuvent servir pour... par exemple, il y a Biomérieux qui serait très intéressé par ce genre d'application. On voit tous les grandes industries pharmaceutiques essayent de ne pas manquer finalement le virage de la microfluidique, parce que certes, qui dit microfluidique dit tout petit canot et dit du coup débit de sortie petit. Tu as peu de... Mais tu as vraiment une flexibilité et ça t'ouvre un panel d'actions possibles qui est extraordinaire parce que tu peux les dessiner à volonté en fonction de ce que tu souhaites. Donc on sent que... Et en plus c'est facile de jeter, tu peux faire des choses vraiment à l'utilisation unique. Quand on est sur des choses stériles, etc., c'est important. Donc on voit qu'il y a un potentiel énorme. Et ce potentiel, il est encore à terminer de concrétiser. Toutes ces idées, il faut les faire terminer, de les faire germer. Plein de choses à faire. L'obstacle, on ne le met pas dans le vaisseau, ça reste en laboratoire. Voilà, il est sur des petits dispositifs qui sont dans le labo. On est d'accord. J'ai une question devant. Vous avez donc parlé de votre équipe, mais vous ne pensez pas que ce serait intéressant d'avoir des ingénieurs en matériaux, parce que vous insérez quand même des choses dans le corps humain et peut-être qu'un ingénieur en matériaux peut vous apporter beaucoup de choses, par exemple vous conseiller alors que... Je suis d'accord. Du coup, c'est pour ça que là tout de suite, tu as mis le doigt, qu'il faut que pour travailler dans ces domaines, il faut absolument venir avec des profils très différents. C'est la définition même de l'interdisciplinarité. Et donc c'est vrai qu'on est toujours à travailler avec des personnes avec des compétences très différentes, des médecins, des gens avec toutes les disciplines des sciences. Et on ne peut faire progresser ces domaines qu'en ayant tous ces points de vue et toutes ces compétences qu'on amène et qu'on met ensemble. Et bien, on est vraiment quand même sur l'interdisciplinarité, non pas juste la pluridisciplinarité, mais l'interdisciplinarité. Ce qu'on va encore plus loin, c'est que de toutes ces disciplines, on recrée quelque chose finalement un autre pan de recherche ou d'activité, un autre champ de sciences. Donc c'est vrai qu'on est allé encore plus loin que juste la pluridisciplinarité en biomécanique. Bonjour, j'avais une question, c'est est-ce que les idées viennent toujours de vous? Est-ce que vous faites des études pour savoir ce que les gens ont besoin? Notamment, vous n'êtes pas forcément du milieu médical, vous n'êtes pas médecin, non. Et vous n'avez pas forcément de contact avec les patients, et est-ce que c'est une idée, un jour vous vous êtes dit, allez, on va faire un truc comme ça pour la valve voilà. Tout est collaboration, il n'y a rien qui est de moi propre. Tout ce que j'ai pu vous présenter, je vous ai mis plein de noms sur les diapos, j'ai mis plein c'est vraiment toute une... Déjà, en quotidien, c'est une équipe, et c'est avec des partenariats nombreux. Et donc, on ne peut rien faire seul, et on n'est rien seul. Donc, il faut jamais, justement, il faut toujours voir l'autre comme un enrichissement, et jamais comme un danger. Donc c'est l'union fait la force. Et donc
je travaille énormément avec des partenariats différents. C'est vrai qu'on n'a pas de CHU proprement parlé à Compiègne. On a des très bons hôpitaux et des très bonnes cliniques. Donc on a des partenariats avec les cliniques et les hôpitaux locaux, mais c'est beaucoup avec des CHU de Paris, de Rouen, d'Amiens, bien sûr, énormément. Il y a beaucoup de partenariats avec Amiens, mais il y a aussi des choses avec Caen, avec voilà, rien pour la France. Oui. Bonjour. Oui. Par rapport à, vous avez parlé d'utiliser des sortes de tampons qui sont capables de réagrandir le vaisseau. Oui. Est-ce que ce serait possible d'en créer pour l'utiliser plus comme pansement pour éviter certaines hémorragies et attendre que le vaisseau puisse se refaire après? Est-ce que Tout à fait. Alors au niveau des hémorragies, il y a plusieurs idées. Il y a une chose sur laquelle je travaille énormément, mais je ne peux pas tout vous montrer, c'est les colles chirurgicales. Pour traiter les colles, pour traiter les hémorragies ou boucher des vaisseaux, une technique, c'est d'aller amener toujours par voie endovasculaire vraiment de la colle, comme la superglue. Elle a été inventée même, c'est du cyanoacrylate aussi. On est un peu moins toxique, mais elle est utilisée, un petit peu toxique quand même, ça aide. Mais c'est, voilà, donc c'est des albutis cyanoacrylates, c'est des cyanoacrylates. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça sert non seulement pour coucher des vaisseaux, mais la même chose aussi quand il y a des chirurgies à ventre ouvert ou autre, ça permet d'éviter que ça saigne trop. Donc c'est beaucoup utilisé pour ça. Et il l'utilise aussi en patch. De plus en plus, on cherche justement ton idée du patch qu'on va mettre autour du vaisseau pour lui permettre de se réparer. Ou quand on a coupé, il y a des sociétés, il y a plusieurs startups qui sont sur ces domaines-là pour venir mettre un pansement pour éviter la fragilité ou le contact s'il y a des points de suture. Donc, mais tu vois, il y a des entreprises se créent tous les jours aussi sur ce genre de choses. Donc, il y a vraiment, on est sur quelque chose de très dynamique et toutes les idées que vous pouvez avoir, vous pouvez tout à fait les amener jusqu'à la création d'entreprises. Très fort dans ce domaine. Bonjour et merci pour la conférence du coup. On parle beaucoup de nanotechnologie en ce moment, c'est vrai qu'il y a plusieurs boîtes qui se créent, on en parle de plus en plus. Et quels vont être pour vous les obstacles sur lesquels on va pouvoir se confronter? Est-ce que la recherche de nouveaux matériaux, ça va être important? Est-ce qu'on va chercher à aller toujours plus petit? Parce que c'est vrai qu'avaler des capsules, comme on a pu en parler, ça reste quand même assez gros, on ne parle pas de sanguin évidemment. C'est pas de la microcapsule. Voilà, c'est pas encore la nanocapsule. Mais qu'est-ce que des objectifs du coup? Et voilà, on va devoir peut-être nous surmonter. Je pense qu'au niveau dispositifs biomédicaux, il faut effectivement aller encore plus. Il faut essayer de trouver différentes solutions. Le nano, il faut s'y intéresser très fortement parce qu'on l'utilise énormément à l'heure actuelle sans connaître finalement tous ses effets. Mais il a des applications extraordinaires au niveau propriété de surface, au niveau traitement. Donc, propriété pour éviter aussi. Il est quand même mis énormément en additif. Les applications sont nombreuses. Ce qu'il faut penser, c'est qu'on a quand même besoin de continuer à travailler sur des choses aussi purement fondamentales, aussi des aspects fondamentaux. On a parlé des matériaux, ça a été mentionné, des problématiques. On a quand même des vraies problématiques d'ingénierie. Et donc il faut aussi voir, et on est dans une école d'ingénierie, il y a des défis technologiques qui sont derrière tout ça. Donc il ne faut pas oublier la science fondamentale et après, juste directement, comment industrialiser le tout, comment rendre ça disponible aux patients avec des coûts raisonnables. Donc il faut trouver cet équilibre entre, parce que là c'était dans le point de vue industriel, entre le côté pratique, l'industrialisation et les défis de la santé, parce qu'il y a des réglementations très poussées et c'est pas si simple que ça de mettre quoi que ce soit sur le marché, de par les réglementations. Ce qui est logique, c'est de la protection de la population. Mais donc c'est vrai qu'il faut pouvoir justement aussi s'ancrer sur des choses existantes. Parfois ça simplifie des procédures en fait. Si tu réutilises de l'existant, un matériau connu, ça peut aider. Mais c'est là où il faudra aussi jongler entre la sécurité de la population
et un peu d'audace, parce que sinon l'innovation ne peut pas se faire. La réglementation peut un peu tuer parfois certaines choses, c'est sûr. Mais c'est les deux effets. En laboratoire, on commence à savoir déposer, pour étudier les propriétés de surface, atome par atome, sur une surface. Le graphène, on est un exemple. Oui. Les applications du graphène, voilà, on a découvert, maintenant, regardez un peu tout ce qui est fait autour du graphène, où là, on va créer des matériaux monocouches, et avec des propriétés, et on découvre tous les jours les avancées. Parce que le graphène va nous permettre dans notre vie. C'est énorme. Et ça, c'est grâce au dépôt molécules. Petites molécules ou par petites molécules. Donc la science fait des bons extraordinaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, vous aurez des PR certainement en perspective. Bien, merci à tous d'avoir assisté à ces conférences. J'espère que ça vous aura donné non pas une vision exhaustive de ce qui se fait en science, mais quelques illustrations de ce qu'on peut faire en science, et surtout que science et ingénierie sont absolument connectés. Les deux ont progressé en même temps ces 200 dernières années. Donc, merci à Virginie. Merci. Et